ce soir pour la soirée de lancement de La Fille du Feu avec Aurélie Wellenstein, nouveau roman qui vient de sortir chez Outre-Fleuve. Merci d'être là pour parler de La Fille du Feu. Déjà, pour commencer, est-ce que tu peux parler un peu du livre, de quoi ça parle, La Fille du Feu? Oui, alors c'est un livre sur les feux de forêt. On va suivre 3 personnages qui correspondent à 3 forêts. Une petite fille qui vient d'Australie, donc le bush australien, un personnage qui est un Français, donc les forêts du sud de la France, et un Inuit, donc la forêt boréale. Et ces 3 personnages en fait vont avoir chacun un rapport différent avec le feu. Ils ont chacun été une rencontre avec le feu déterminante dans leur vie. Et ils vont être amenés là, dans le roman, à leurs trajectoires vont s'entrecroiser et se percuter. Et donc au début, dans les premières pages du roman, on découvre donc la petite fille, l'Australienne, qui fuit un complexe scientifique dans le Grand Nord. Et parce qu'il semble qu'elle ait un feu à l'intérieur. D'où est venue cette histoire, cette idée de feu? Alors, elle vient de 2019 et notamment des grands feux de forêt qu'il y a eu en Australie. Je pense que tous, on se rappelle des images de cette période où donc, on voyait les koalas qui sortaient des flammes chercher de l'aide. En fait, on voyait les koalas brûler dans les bras des humains, les gens qui leur donnaient à boire. C'était vraiment des images très, très choquantes. Je pense vraiment que ces koalas des feux australiens, tous on peut les visualiser là comme ça. Et voilà, ça m'a donné envie d'écrire sur le thème des feux de forêt. J'aime bien écrire sur les animaux. Et donc avec Mer Morte, j'avais fait les océans. Et là, donc on est plus sur des animaux terrestres, donc de 3 coins du monde différents. L'Australie, la France et le Canada. Et voilà, donc c'est parti des koalas. Oui, justement, cette vidéo, on y pense dès qu'on parle des feux de forêt. C'est d'ailleurs mentionné aussi la vidéo du koala ouais. et tout. Est-ce que justement, c'est aussi de se dire que ça va peut-être plus marquer encore les esprits, ce roman, le fait de mentionner une scène que tout le monde a en tête? C'est un roman contemporain. C'est vrai que si vous m'avez déjà lu, d'habitude je fais plus de la fantaisie, très très fantaisie. Et là, pour la première fois, on va vraiment être dans notre monde à notre époque. Moi, j'avais écrit Blé Noir, mais sur les romans imaginaires, là, voilà, on est au Canada de nos jours avec un personnage, comme je l'ai dit, qui est un musicien qui vient de Paris. Et donc, il y a des références à de l'actualité, de façon plus plus frontale que dans Mer Morte. Dans Mer Morte, on parlait déjà du monde d'aujourd'hui, mais il y avait vraiment cette distance, ce pas de côté avec la fantaisie. Là, un peu moins. Je pense que je suis plus frontale, effectivement. Et en fait, mais la scène, elle m'a tellement marqué que j'étais obligée d'en parler, quoi. Donc, effectivement, il y a un personnage qui raconte la scène des koalas. Oui, mais elle a marqué tout le monde, la scène des koalas. Ouais. Et c'est vrai que ça ancre complètement le roman maintenant, et surtout on comprend qu'on est vraiment chez nous et on voit le problème. C'est ça, ouais. Donc les grands feux, depuis il y en a eu d'autres, hein. En plus on se rend bien compte qu'on est dans un futur, malgré pas tout à fait là, mais on s'approche. Mais là on a eu, rien qu'en janvier, la Californie aussi. Malgré tout, est-ce que un moment comme ça nous montre que les gens s'écartent, mais les animaux, tant que ça touche pas réellement nous et notre habitat à nous, est-ce qu'on s'en préoccupe En fait, à la base, on n'en parlait pas du tout. Quand on évoquait les feux de forêt, on parlait pas du tout des victimes animales. Et là, récemment, je l'ai entendu. Et ça m'a marqué. Parce que je me suis dit, il y a une différence par rapport à avant, où il parlait des animaux morts dans les flammes. Alors qu'avant, c'était pas du tout un sujet. C'est vrai qu'on parle des dégâts
sur l'homme, mais pas des animaux. Donc là, je pense que malgré tout, à plein de niveaux, on progresse quand même sur toutes ces questions-là. Et je sais plus le début de la question. C'était oui justement sur le fait que pour le moment là par exemple au niveau de la Californie on a beaucoup parlé de la Californie parce que c'était l'habitat humain que ça touchait Ouais. alors que l'habitat Ouais. Mais je me demande si c'est pas là comme où j'ai entendu un truc sur le fait que ça tue aussi des animaux et ça m'a j'ai tilté dessus, je trouve ça bien. Que voilà, que c'est aussi des individus avec leurs histoires, leur petite vie qui sont détruits par les flammes. Et notamment, cependant, aussi, ce qui m'a impressionné, c'est quelque chose auquel on pense pas. Maintenant, on en parle dans l'actualité quand on s'intéresse au sujet, mais que la forêt boréale au Canada crame aussi. Parce qu'on pourrait se dire, ah, bah, c'est dans le Grand Nord, il fait froid, on a des représentations comme ça, on peut se dire, oh, bah, il n'y a pas de risque d'incendie, enfin, si, partout. donc justement Mer Morte a été évoquée. On retrouve la question des animaux disparus. C'est une thématique qui revient régulièrement, c'est important d'en parler. Oui, ouais. Et j'aimerais en parler encore. Donc là on porte... D'ailleurs le personnage principal, Nathanaël, le musicien, il a tatoué sur ses bras les animaux en voie d'extinction. Et ça fascine la petite fille. Et donc en fait lui son but dans la vie c'est de porter des voix. Des voix en voie de disparition. Donc c'est pour ça qu'il part au Canada enregistrer les chants de gorge des femmes inuites pour les sauvegarder entre guillemets. Et donc il a tatoué à l'encre sur ses bras des animaux disparus, comme des dodos. Et oui, je pense que c'est un... Voilà, on les oublie pas évidemment. Puis il y en a, c'est tout le temps en fait, que les espèces continuent de disparaître. Bah oui, parce que là, ces dernières années, on voit qu'il y a eu énormément d'animaux qui ont continué à disparaître, alors que c'est pas comme... Et puis en plus, on se rend compte que c'est pas lié spécialement à de la chasse ou des choses comme ça, c'est parce qu'on détruit leur habitat, et on est en train de dire que maintenant ça va être le changement climatique aussi, parce qu'on voit bien, dans des endroits comme l'Australie, ça a toujours cramé l'Australie, mais là ça crame plus. En fait ça augmente, ça continue d'augmenter, là j'avais pris les chiffres mais je ne les ai pas sortis. Ça continue d'augmenter, il y en a de plus en plus. Et aussi les saisons, vous savez, sont de plus en plus longues, la saison des feux. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une pause vraiment en hiver qui était plutôt longue. Et là, maintenant, ils remarquent, notamment au Canada, que ça commence de plus en plus tôt. Ça finit de plus en plus tard et ça commence de plus en plus tôt avec les feux. Les feux sont 9 fois sur 10 d'origine humaine, accidentelle ou criminelle. Cependant, il y a quand même un rôle du réchauffement climatique parce que avec la chaleur, ça sèche. Et par exemple, on a aussi les insectes qui sont moins tués l'hiver et du coup qui grignotent le bois, donc il y a plus de bois mort, donc ça s'enflamme plus facilement. Donc c'est pour ça qu'il y a des connexions avec le dérèglement climatique. Parce que c'est vrai quand les climato-sceptiques pourraient dire mais ça n'a rien à voir, c'est juste un mec qui a fait tomber un mégot. Mais voilà, il y a aussi... Parce que des gens qui faisaient tomber des mégots, il y en avait déjà il y a 70 ans et ça cramait pas pareil. Donc, ça a cramé moins. Et là actuellement, on a vraiment une recrudescence. Ça augmente. Vraiment, là même sur 2025. Oui. Enfin, les 2024, les chiffres, on les a. Il y en a plus. Et là, on commence juste et... c'est pas rassurant. Donc oui, il y a tout un travail sur la thématique de la mémoire, pourquoi spécifiquement cette idée-là. Il y a une raison derrière En fait, je suis partie de quelqu'un qui existe vraiment pour le personnage du musicien Nathanaël. C'est le musicien Tilassine. Il fait de l'électro. Et c'est un compositeur qui voyage beaucoup dans le monde et qui fait un peu le même boulot que mon personnage dans le roman, c'est-à-dire qu'il va pour enregistrer des voix. Et en fait, quand j'avais entendu son interview à la radio, j'avais beaucoup aimé l'idée. D'un musicien explorateur comme ça qui voyage partout et qui enregistre des voix. Et pas que, parce qu'il enregistre aussi des sons de la nature ou des sons. Il a fait un album dans le Transsibérien. Et il y a toute une piste sonore avec le bruit des roues. Et ça marche super bien. Donc c'est vraiment un mec super intéressant, Tilassine. Et voilà, je pense que c'est un peu lui qui a guidé cette histoire d'enregistrer des voix.
Oui. Oui, puis il enregistre les voix, il se tatoue les. Voilà, il a vraiment. C'est un personnage qui est sur la mémoire. Et donc lui, en plus, c'est dit au début du roman, c'est pas un spoil, il est en train de perdre sa voix. C'est-à-dire lui, il va devenir mieux. Donc il est très concerné par tout ça. On a un peu évoqué la question de la plupart des autres livres sont vraiment de la fantaisie. C'est. Enfin, comment dire, il y a des automatismes, en tout cas j'imagine des mondes passés sur quelque chose du contemporain, ça change beaucoup. Moi je trouve ça plus dur. En plus j'avais fait un boulot monstrueux sur les... En fait j'avais des représentations sur le Canada qui étaient fausses. Et donc je le documente. Et j'avais fait un boulot monstrueux avec Google Maps. Pour les trajets des personnages, j'avais tout regardé, vous savez, en suivant les photos de Google Maps et tout ça. Et en fait, j'ai tout effacé. Enfin, c'est une partie qui a été coupée. Et j'ai travaillé, je me suis dit, oh non, je vais couper tout ça. Peut-être suite à un retour d'alpha aussi. Et mon alpha lectrice est dans la salle. Un cher siècle. Et voilà, suite au retour des alpha lecteurs, j'ai fait des coupes monstrueuses dans le roman. Il y a vraiment toute une partie qui est partie. Et toute cette documentation est partie en cendres aussi, comme dans un incendie. Et sur le moment, je l'ai eu mauvaise. Ça, c'est vraiment du contemporain, parce que ça te force, je trouve, à chercher plus que dans la fantasy où tu peux un peu tricher. Si c'est pas tout à fait exact, c'est pas grave. Même si dans La Mort du Temps, j'avais des gens qui m'avaient calculé aussi les trajectoires, mais c'était parce que c'était quand même en France. Oui. Bah oui, c'était malgré tout à partir du moment où c'est fixé à un endroit où on peut vérifier. Voilà, j'avais des lecteurs qui avaient vérifié avec Google Maps sur la trajectoire des personnages dans La Mort du Temps. La Mort du Temps est très très délirante. Oui. Plus que La Fille du Feu. La Fille du Feu, je pense que c'est celui qui est le plus, vraiment le plus accroché à notre monde. Oui, parce que La Mort du Temps, il part très vite. Oui, il part vite dans le bizarre. Oui. Justement, on parlait d'alpha lecteur, de tout ça. Quel travail on peut avoir justement avec... Parce que c'est une question que j'aime beaucoup poser aux autrices, aux auteurs qui passent par ici. Qu'est-ce que ça apporte d'avoir comme ça alpha, bêta lecteur dans le travail d'écriture? Je pense qu'ils vont nous pousser à aller plus loin. Donc on fait une version déjà... Enfin moi je travaille beaucoup. J'en vois pas aux alpha lecteurs une version qui est pas déjà très aboutie. C'est pas des brouillons, loin de là. J'ai déjà beaucoup travaillé. Et en fait, on s'attend à ce qu'ils nous disent c'est génial. Le vœu caché derrière, c'est d'avoir le retour de dire ouais, c'était trop bien, j'ai trop kiffé. Vraiment, tu peux l'envoyer à l'éditeur, y a pas de souci. Et ça se passe jamais comme ça. Donc, avec Siècle, je trouve le point principal qui est ressorti, c'est qu'avant, il y avait que le point de vue de Nathanaël. C'était un point de vue unique, et finalement, on l'a fragmenté sur les 3 points de vue des 3 personnages. C'est un roman à 3 points de vue. Et je pense que c'était un choix intéressant. Mais ça m'a fait couper donc, toute une partie monstrueuse du roman, mais c'était un choix intéressant. T'as plus qu'à le relire. Avec grand plaisir. Donc oui, c'est l'alpha lecture. Donc moi je suis plutôt sur l'alpha. J'aime bien avoir des gens qui me relisent sur le fond en fait, plus que sur la forme. Et je trouve que ça permet beaucoup d'avancer sur la psychologie des personnages. La cohérence, est-ce qu'on a laissé passer des trucs qui marchent pas, est-ce qu'on s'ennuie, donc vraiment ils ont un rôle hyper important. Et donc on est au moins 2, je pense, dans la salle à être passés par le collectif Cocyclix, qui est un collectif de bêta lecture en science-fiction, fantasy et fantastique. Donc pour tous les gens qui nous suivent, que ça peut intéresser, parce qu'on a souvent des gens qui écrivent aussi. Voilà, allez sur Cocyclix, vous écrivez de l'imaginaire et vous cherchez des détails. C'est à charge de revanche, évidemment. On participe à la bêta lecture et les autres bêta lecture. Oui, d'accord. C'est un système d'entraide. Comment dire On a donc l'Australie, on a parlé un peu du Canada, mais il y avait aussi le choix de montrer il y a aussi, on parle un peu de France, parce qu'il n'y a pas que dans ces grands espaces-là, on est touché nous-mêmes par la question des feux.
Et pourtant, on en parle, oui, on en parle pareil parce que ça touche des gens, parce que ça touche des maisons. Mais j'ai l'impression qu'on pense encore moins aux animaux quand ça touche des régions comme les nôtres. Peut-être parce que je sais pas s'ils sont pas exotiques ou. C'est vrai qu'il n'y a pas eu le même choc avec les koalas en Australie. Non. Ça, c'est vraiment quelque chose de. Oui, mais parce que c'est mignon les C'est koalas. mignon, ouais. Donc moi, comme d'habitude, je me suis un peu servi de l'espèce ambassadrice, comme j'avais fait dans Mer Morte avec le dauphin. Ce que j'appelle l'espèce ambassadeur, c'est que ça va être un animal mignon. Dans Mer Morte, j'aurais pu prendre un poisson. Bon, j'ai choisi le dauphin parce que je savais que ça allait plus attirer comment dire, la compassion du lecteur. C'est assez terrible. Mais en fait, elle fonctionne en parapluie, c'est-à-dire que l'ambassadeur va représenter toutes les autres espèces. Et au Canada, c'est l'ours. En Australie, c'est le koala. Et en France, donc j'ai choisi le cerf, qui est un animal magnifique. Et donc vous avez un cerf qui a une figure très importante dans le roman qui va beaucoup hanter le personnage principal, qui se souvient d'avoir vu ce cerf dans les flammes. Mais logiquement, j'aurais pu prendre un lapin, un animal beaucoup plus petit. Mais bon, en littérature, je fonctionne aux ambassadeurs. Donc je prends souvent des espèces qui vont percuter fort sur le cœur du lecteur. Oui, puis le lapin, plus facilement, on se dit que ça finit mal, alors que le cerf, il a l'air plus puissant. Ouais. Aussi. Ouais. Ouais, c'est pas juste. Hein. C'est injuste. Vraiment, dans Mer Morte, j'aurais pu choisir un thon ou n'importe quoi, mais Ouais. on sait d'avance que ça va mieux fonctionner avec le dauphin. Quoi. Oui. Et avec le cerf. Et avec le cerf, avec le koala. Et l'ours. Parce que Ouais. Voilà. Les ours aussi. Les ours aussi. Dès le début, on a une impression d'opposition parce que ça se passe dans la glace et on a du feu. Ouais. C'était une volonté directement de démarrer justement par cette scène dans la glace avec le feu. Pas du tout, pas du tout. À la base, ça démarrait comme c'était un point de vue unique sur Nat. On partait avec Nat qui arrivait en avion au Canada. Donc c'était une scène. C'est la scène du chapitre qui suit quoi. Ça commençait par le chapitre suivant. C'était très tranquille et c'est un peu comme dans la harpiste. C'est-à-dire que dans la harpiste, j'ai fait remonter en prologue une scène assez forte. La harpiste des terres rouges, donc c'est mon roman juste avant. Où je me suis dit il faut qu'on voit le monstre tout de suite. Donc j'ai mis en scène le monstre dans une scène assez emblématique et assez percutante. Et donc là c'était le même mouvement. C'est-à-dire qu'on met en scène la petite fille qui peut, elle, faire du feu. Mais pas faire du feu tranquille, quoi. Elle dévaste tout, quoi. Donc on voit, dans la harpiste, on voit le pouvoir du monstre. Et dans La fille du feu, on voit le pouvoir de la petite fille dès le début. Et en fait, c'est des bons mouvements d'un point de vue narratif, en fait. Du point de vue de la dramaturgie. Oui, puis pour certains, c'est elle le monstre aussi. Oui, tout à fait, oui. Parce qu'il y a cette peur aussi qu'on sent, et cette idée de méchant scientifique. Moi, m'ont un peu fait penser aux pauvres jeunes femmes araignées qui se font torturer. On a l'impression qu'il y a quelque chose avec... oui. Ouais, c'est possible hein, qu'il y a toujours des points communs entre nos bouquins. Alors, on va passer au public. Alors déjà, Louane avait des questions. Donc moi j'avais lu justement La harpiste des terres rouges quand c'était sorti. Et on a vu que dans tous les romans, il y a vraiment cette question de l'animal, de la créature autre que l'être humain. Et du coup, je me demandais d'où vient cette idée et cette volonté en fait de prendre l'animal mais de l'utiliser pour faire des greffes et pour modifier directement l'être humain. Ce qui est le cas du coup dans La harpiste. Ouais, c'est la dimension un peu body horror de la harpiste, qui n'y a pas là du tout. Hein. Non. Là, pas d'horreur. C'est une thématique que j'aime bien, c'est celle de l'hybridation, en fait. Que j'avais déjà dans mon premier roman, Le Roi des Fauves, où les personnages se transformaient en animaux. Et j'adore ça. Donc, c'est plus la question de la métamorphose, de l'hybridation, et puis c'est amener quelque chose de l'animal en soi. Moi j'aimerais bien pouvoir faire ça.
Pas en me greffant des organes, parce qu'en plus il est tue, donc ça va pas du tout. Ouais. Moi, le loup-garou, c'est vraiment... En fait, je fous toujours des loups dans mes romans, et après je les enlève, parce que je me dis, non, arrête, tes loups et tout. Je sais pas s'il y en a un qui traîne, je crois pas. Hein. Non. Non, pas- il y a pas de non. genre. Je les enlève au fur et à mesure. Parce que le roi des fous, à la base, ils se transformaient tous en loups. Hein. Non, stop. Vas-y. Ah, mais ça, Vas-y. moi, c'était pour. Est-ce que c'est possible de dépeler le nom du musicien qui a inspiré? Parce que j'ai fait une recherche. Ah, thylacine. En plus, c'est un animal, le thylacine, et ça s'écrit Thylacine. Thy. Ouais. C'est bon, merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Oui. Pourquoi avoir nommé le nom La Fille du Feu si le personnage principal est un musicien? En fait, c'était vraiment le. Je dis on parce qu'on en a parlé avec Siècle. J'hésitais sur le titre et moi j'aimais bien le titre Trois Forêts. Je me demande même si j'avais pas mis Trois Feux, Trois Forêts à un moment. C'est ça, un Trois Feux, Trois Forêts. Et tu m'as dit que c'était pas bien, non? Je t'ai dit, j'ai peut-être pas dit ça, j'ai dit que je trouvais que La Fille du Feu, parce que, que la fille, ce personnage-là, sans spoiler, est tellement central en fait, dans l'histoire. C'est pas pour révéler, il y a 3 points de vue, mais quand même ce personnage il est emblématique de quelque chose. Ouais, il est sur la couverture voilà. aussi. Et je trouvais que ça fonctionnait un peu mieux, et c'était son titre d'origine en fait. Et je crois que c'était le titre d'origine. Après j'ai changé et après je suis revenue au titre d'origine. Et avec mon éditrice au fleuve, en fait on en a mis. Je crois que je vous en ai parlé. Je crois que je vous ai dit ouais il y avait 3 forêts avant. Me dit, Même non, pas. Même pas. Bon. Donc non, je pense qu'il est plutôt sympa au niveau des sonorités. Et je pense qu'il fonctionne bien. Et puis oui, le personnage de la petite koala, vraiment il est au centre du bouquin. En fait, j'aime bien faire ça. Je fais ça avec Mère Morte aussi. J'adore parler d'un personnage et qu'un autre le regarde. Tu vois. Et dans Mère Morte, c'était Bengal et beaucoup regarder à travers les yeux d'Oural. Et ça donne une dimension. Je trouve que ça permet aussi de mettre le mec ou la fille sur un piédestal. Tu vois, quand il est regardé par le regard de quelqu'un d'autre. Et là, Nathanaël va s'attacher à cette gamine. Et elle est incroyable. Alors moi, j'avais une petite question. En fait, je n'ai lu aucune de vos œuvres et j'aimerais savoir, vous conseillerez quelle œuvre pour commencer à un lecteur qui commence, qui puisse rentrer dans votre univers, votre style d'écriture et tout. Il y en a 2, ça dépend un peu de la personne. Moi je conseille plutôt Mère Morte, que j'aime beaucoup et j'adore les persos, j'adore l'écrire. Puis je trouve lui aussi, il parle beaucoup des animaux, il a une cause tu vois, qui est forte. Sinon, il est post-apo. Bon, moi je trouve qu'il est. Après, j'ai une grosse carapace, hein, donc moi il faut m'arrêter parce que. Du coup, je dis, ouais, bah non, c'est bon, n'importe qui peut lire. On me dit, ah, non, mais quand même, c'est dégueulasse. Genre la harpiste des terres rouges, mais moi je me rendais pas compte que c'était aussi horrifique en fait. Les gens qui me l'ont dit, tu sais, je me suis dit, mais non, enfin, ça va quoi. Et on me dit, oui, la fin, tout ça, enfin bon. Oui, apparemment la fin est horrible. Bon, je me rends pas compte. Donc, oui, Mère Morte est peut-être un peu plus dark, et sinon, tu as le désert des couleurs, qui est plus traversé par la lumière, en fait. Qui va parler d'un sujet grave aussi, mais avec... le désert des couleurs est un texte qui éclaire les ombres. C'est-à-dire qu'il va être... Et le personnage principal est très sympathique. Ce qui est un peu moins le cas dans Mère Morte. Mais je les aime beaucoup, moi. Hein. Oui, c'est ça qui m'avait alpha lu le désert aussi. Ouais. C'est vrai que je te confie toujours les textes assez lumineux en fait. Étonnamment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que du coup, comment dire, vu que tu écris beaucoup justement sur les animaux, etc., est-ce que tu vois vraiment la différence parmi les lecteurs? Est-ce qu'il y a une volonté en fait de les faire comprendre certaines choses, de les faire respecter entre guillemets plus les animaux et de comprendre vraiment un monde qui est assez éloigné et qu'on voit aujourd'hui que justement avec les faits, etc., avec cette idée d'avoir l'animal un peu mignon pour leur faire comprendre un peu
le problème dans sa globalité, est-ce que tu vois vraiment que les gens arrivent mieux à comprendre les choses grâce justement à des romans qui en parlent, etc. Je pense qu'il faut les deux. C'est-à-dire que tu as besoin du documentaire, tu as besoin du scientifique, tu as besoin des chiffres, des articles scientifiques. Le documentaire marche très bien parce que c'est des images, donc c'est plus simple. Pour la cause animale, les lanceurs d'alerte. Enfin, moi, c'est quand même aussi ça qui m'a fait franchir le pas d'être veggie, c'était L214. C'est de voir les images d'abattoir. Là, tu te dis, mais c'est plus possible, je peux pas, j'arrête. Et la fiction, c'est autre chose. Parce que là, tu vas jouer sur un autre. Par exemple, pour reprendre avec le côté d'arrêter de manger de la viande, tu as le film Okja, qui paraît-il a été assez efficace sur ça. Il y a des gens qui, après avoir vu Okja, ont arrêté de manger de la viande. Ça marche pas sur tout le monde, hein, parce que moi, mon père, il a vu Okja, il a pleuré. Je me suis dit, mais putain, il abuse, quoi. Parce que le lendemain, il va manger son steak et il est en train de pleurer sur le cochon, quoi. Vraiment, je trouve ça, la dissonance cognitive était très forte. Oui, donc la fiction va parler autrement. Parce que donc, dans le documentaire, dans les lanceurs d'alerte, dans les articles scientifiques, on est sur la nature avec un grand N, les animaux au sens large. Et nous, on va individualiser. C'est-à-dire qu'on va faire monter au premier plan des personnages. On va pouvoir rentrer... comment dire ? Là, tu incarnes l'écologie, en fait. Tu fais ressentir les enjeux, tu te mets à la place d'eux. C'est ça qui est hyper fort dans les bouquins, c'est qu'on se met à la place des gens, en fait. Donc on se met à la place des personnages humains et tu te mets à la place des animaux aussi, quoi. Et c'est là où ça va marcher plus. Donc vraiment, je pense que tout est important. Enfin, les deux dimensions, ça marche sur deux jambes, la fiction et la non-fiction. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Petite dernière. Non. Oui. Si je peux rebondir, du coup, en fait, dans la fiction, ce qu'il va y avoir, c'est qu'il va y avoir une empathie qu'il n'y a pas forcément avec le documentaire, qui peut avoir plus de distance aussi. Parce que des fois, les images de documentaire vont toucher, ouais. Mais elles vont toucher le temps du documentaire et après ça... Oui, c'est alors que l'empathie de la fiction, elle est plus présente. Plus longue, elle s'installe plus. Peut-être qu'elle s'ancre plus dans la longueur parce que l'histoire, tu t'en rappelles. Il y a un truc dans l'histoire qui te marque plus. Un livre aussi, je pense que, enfin, à moins qu'on lise vite, ça dure un peu longtemps. Alors que le documentaire, il dure 1 heure, il dure 1 heure. Ouais. Ou alors il faut le revoir. C'est très juste. Oui, je pense que t'as raison. Le fait de passer du temps avec les personnages, de passer du temps dans le livre, et que ça reste peut-être plus longtemps entre eux. Après, les images, pour le coup, sont hyper efficaces. Oui, bien sûr. C'est sûr que le poids, le choc de l'image, bah, on parlait du koala. Hein. Oui. Le choc de l'image, il va aller plus loin que nous avec l'écrit. Mais voilà, ça marche sur deux gens. Ouais. Oui, mais le choc de l'image, on y pense, on le sait, mais pour autant, est-ce que les gens ils vont se dire qu'il faudrait peut-être faire quelque chose? Ouais. L'image mentale, elle est forte. Parce que voilà. C'est que tu te représentes l'image mentale. Ouais. Alors que oui, là, on s'est attaché à des personnages, ils ont pris une vie et on se dit oui, mais il y a des gens aussi. Bon, on essaye en tout cas. Ouais. Bon, bah. En tout cas, merci d'essayer, merci de porter la bonne parole et de dire que oui, il y a quand même un problème et que les animaux disparaissent les uns après les autres. Sur ces notes très très joyeuses, s'il n'y a pas d'autres questions, on va donc... Mais c'est un roman positif. Mais oui, c'est vrai que je fais beaucoup de dark et tout, mais là, c'est pas... Lui, c'est pas... Il t'oppose pas tous les hommes à tous les animaux. Merci bien de préciser parce qu'on dirait pas comme ça. Ouais. D'être vivant sur le même territoire. Ouais, puis il y a de la compassion. Il y a des hommes en voie de disparition aussi. C'est animaux. Oui, puis il n'y a pas de scène spécialement... Pour moi, je ne l'ai pas trouvé du tout si dark, si difficile, oui. les scènes trop dures. Ouais.
je pense qu'il est beaucoup plus accessible que beaucoup d'autres titres pour ça. Et J'ai pensé à toi, parce que je sais que t'aimes pas trop le dark, je me suis dit, Oui. oui, Léonore, la fille du feu, c'est bien. puis il n'y avait pas d'araignée, donc Il c'était y avait bien. pas d'araignée, voilà. Oui, la dernière fois, Ah, la dernière fois, ça avait été dur. c'était dur. La dernière fois, c'était dur. Là, il n'y avait pas d'araignée, c'était très bien. Il y a un petit koala mignon, c'était très bien. Bon, eh bien, bah, merci beaucoup. Merci d'être venu pour parler de La Fille du Feu. Et voilà, merci. Merci.